et ça va vous donner un seul message pour l'ensemble de vos erreurs. C'est déjà une solution plus convenable, on va voir qu'on pourra aller encore plus loin. Si on lit la doc de JUnit, ils le disent clairement, si on a besoin de plus de fonctionnalités, comme des matchers, utilisons des librairies tierces comme Assergy, Armcrest, Truth. En effet, si on regarde Assergy, la première d'entre elles, qui est très populaire, eh bien avant les assertions groupées, elle utilise le principe des soft assertions. Donc vous allez évaluer un ensemble d'assertions, mais au même moment, et donc ça va donner, pareil, un seul feedback. Et on peut aller encore un peu plus loin, puisqu'elle propose déjà prête à l'emploi plein de fonctions très expressives qui vont vous permettre ici de faire une comparaison champ par champ avec un objet cible, et c'est peut-être la solution la plus élégante à notre problème. Si je les compare toutes les trois, d'un point de vue de la syntaxe, déjà il y a un point commun quand même, c'est qu'elles sont très lisibles, elles sont exprimées dans un langage qui est proche du langage naturel. Assergy, lui, est très riche en termes de fonctionnalités, il apporte plein de fonctions d'assertion prêtes à l'emploi. Truth est plus récent, il n'est pas encore en version 1, et donc il mise plutôt sur la simplicité. Armcrest, c'est quelque chose que vous utilisez sûrement, parce qu'il vient déjà avec JUnit 4, avec tout un tas d'autres librairies de test que vous utilisez. C'est une solution un peu voilà, à l'ancienne, mais qui marche très bien. On vient de voir ces librairies d'assertion, et en quoi elles étaient indispensables pour développer la partie des assertions. Continuons notre voyage. 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4. Je vais vous parler maintenant de deux concepts autour du test. Les tests pilotés par les données et les tests qui sont basés sur les propriétés. C'est un concept très similaire, mais qui est un peu plus récent. Je vais prendre un exemple. Ici, vous avez une fonction, c'est très simple. Elle calcule le niveau d'un joueur en fonction de son score. Si le score est plus grand que 1000, elle retourne 3. Entre 500 et 1000, c'est 2, sinon c'est 1. Si je veux tester cette fonction correctement, je vais utiliser des valeurs aux limites. 0, 499 pour un niveau 1, 500, 999 pour un niveau 2, et un score à 1000 pour un niveau de 3. Alors, si j'écris naïvement mon test, je vais peut-être écrire ça. Ça, c'est un anti-pattern. J'appelle plusieurs fois la même méthode à tester avec des entrées différentes et je vérifie les sorties de tout ça. La façon d'adresser ce problème correctement, c'est d'utiliser les tests paramétrés qui existent dans plein de frameworks. Alors, je vous montre TestNG, qui est un concurrent de JUnit, mais c'est exactement le même principe sur JUnit. Vous avez ici une méthode qui vient vous fournir vos différentes données, les entrées et les sorties, à la fois les scores, et pour ces scores, les niveaux attendus. Et elle vient injecter automatiquement dans ma méthode à tester, en tant que paramètre de fonction, mes scores et le niveau attendu. Et donc ça me fait finalement donc pas un seul test, mais 5 tests. C'est un template de test qui mutualise correctement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le data-driven testing. Ça va répondre à plein de cas. Mais ici, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Qu'est-ce qui me dit que mon système va bien réagir au-delà de ces valeurs aux intervalles? Là, le problème est assez trivial, mais on peut imaginer des cas où c'est difficile de trouver tous les échantillons de données qui vont me permettre de vérifier mon système. Et puis même, philosophiquement parlant, j'aimerais plutôt exprimer mon problème de la façon suivante. Quel que soit le score qui appartient à l'intervalle 0,499, alors mon niveau est égal à 1. Et donc la façon de l'exprimer, je ne l'exprime plus par des exemples, mais je l'exprime par des propriétés au sens mathématique. Donc c'est quelque chose qui va toujours être vrai en fonction des hypothèses que j'ai émises. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en termes d'implémentation. Si je monte sur JQuick, qui est une librairie populaire sur laquelle il y a un talk juste après, donné par une autre personne, ça donne ça. Vous avez 3 tests. Et là, vous ne fournissez plus les données d'entrée. Par contre, vous allez donner au framework les contraintes que vous avez sur ces données. Et lui-même va utiliser des générateurs pour vous générer des aléatoires, plein d'aléatoires. Ici, il va exécuter par défaut 1000 tests, 1000 fois ces tests. Et donc, il va essayer d'infirmer votre théorie et vous montrer la première valeur qu'il infirme. Donc, ça ne marche pas dans tous les cas, ce n'est pas toujours pratique, mais en tout cas, c'est un nouveau concept intéressant et qui pourrait répondre à certains cas bien particuliers. On a parlé de data-driven property-based testing. Il y a d'autres alternatives à JQuick, Quick Theories, JUnit, QuickCheck, pour ne citer que celle-là. Continuons notre aventure. Là, ce singe se regarde dans le miroir et puis il voit son double. C'est l'occasion de vous parler des doubles de test, et en particulier des mocks, une sous-catégorie des doubles, et du concept qui est derrière, interaction-based testing. Alors, un petit schéma. Ici, j'ai un objet à tester, mais c'est un objet qui est plutôt dans les couches hautes. Et donc, en réalité, derrière,
il va déléguer des choses à des dépendances. Donc il va dialoguer avec elles. Le problème de ce test-là, c'est que c'est plus un test unitaire, c'est un test d'intégration. Moi, j'aimerais pouvoir tester mon objet et j'aimerais aussi savoir comment il va se comporter en fonction de ses dépendances, comment elles vont réagir. Donc je vais remplacer ces dépendances par des mocks, comme des petits robots, à qui je vais programmer des réponses types en fonction des entrées qu'ils reçoivent. Et je vais pouvoir jouer sur ces mocks pour produire des cas d'erreur aussi et voir comment va réagir mon objet à tester. Et au passage, grâce au mock, je peux aussi compter le nombre d'interactions que je vais avoir avec ces dépendances. Un exemple d'implémentation avec Mockito, qui est le framework de mock le plus populaire. Ici, donc en phase d'arrange, je suis en train de moquer mes deux dépendances avec des méthodes de Mockito. Je les injecte dans mon objet à tester par le constructeur. Il y a d'autres façons de faire, bien sûr. Et là, je programme une réponse type sur ma première dépendance quand elle reçoit un appel sur sa méthode avec des arguments. J'ai tout préparé mon système, il est en condition. Maintenant, j'appelle la méthode à tester de mon objet à tester. Et en phase d'assertion, je peux vérifier le nombre d'appels qui ont été faits sur ces dépendances, même la dépendance 2, et aussi je peux vérifier au passage un état. Mockito, ce qu'il a comme avantage par rapport à ses concurrents, c'est qu'il respecte bien ce pattern AAA et il est assez minimaliste. On n'est pas obligé de décrire, de stubber, de bouchonner tous les appels sur les dépendances. Interaction-based testing, je vais le présenter avec Mockito, d'autres alternatives existent, avec leurs pour et leurs contre. Et si les tests parlaient notre langue, ou dit autrement, et si nous pouvions écrire nos tests dans un langage proche du langage naturel, sans forer quelque part des spécifications, puisque nos tests ils vont décrire de façon précise la façon dont le système doit se comporter. Il y a une méthodologie, la méthodologie BDD, qui a un vocabulaire spécifique et qui donne un cadre idéal pour décliner ces tests, ces spécifications en tests automatisés. Et il y a beaucoup de frameworks en Java qui sont des frameworks dits BDD. Et je vais vous montrer le plus populaire, c'est Cucumber. Il n'existe pas qu'en Java, il existe dans d'autres langages. Et ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez un fichier qui est écrit en syntaxe qu'on appelle le Gherkin. C'est une syntaxe texte en langage naturel. Tout le monde peut le comprendre. N'importe quel acteur, les acteurs métiers et les développeurs. Et il vient décrire les fonctionnalités avec des mots-clés particuliers, des scénarios qui sont découpés en étapes, des given, des when, des then. Et ça, il ne manque plus qu'un pas pour que ça devienne un test automatisé. Il faut simplement donner la clé de traduction de ces différentes étapes. Pour le faire, je vais utiliser un glue-code côté Java qui va dire au framework comment il doit traduire chacune des choses. Et le framework va quand même m'aider au passage, il va pouvoir extraire des données de mes phrases et les injecter en paramètres. Voilà, donc c'est assez intéressant, ça permet notamment d'adresser les tests d'acceptance. Ce n'est pas adapté à toutes les typologies de tests, c'est assez lourd à mettre en place. Il existe pour ça d'autres alternatives. JGiven, par exemple, lui propose de rester au niveau développeur, il est développeur friendly. C'est le développeur qui va écrire tous les tests unitaires, les tests d'acceptance, avec des given, des when et des then. Et il va laisser le framework produire un rapport de test qu'il va déduire de la façon dont on a écrit le test. Et on aura un rapport de test qui est très lisible en langage naturel. Pour les autres langages de la JVM, il y a si vous n'êtes pas hermétique à Groovy, il existe un framework Spock qui lui donc écrit le given, le when, le then dans son framework. Et donc grâce à Groovy, il est assez minimaliste, c'est très lisible par un développeur, et puis lui-même propose des rapports assez élégants. Et si vous êtes fan de Kotlin, sachez qu'il existe le framework Spec, qui est aussi très lisible grâce à Kotlin, avec d'autres mots-clés. On vient de parler des spécifications exécutables à travers les frameworks d'IBDD, ou avec du style BDD. Il en existe d'autres. On va terminer notre voyage en parlant de la qualité de nos tests, comment l'évaluer, du code coverage au mutation testing. Alors, l'indicateur de qualité qu'on utilise souvent, c'est le coverage, c'est-à-dire la proportion des lignes de notre code qui vont être traversées par nos tests. Ici, là, je vous montre un exemple avec Jacoco. Mais le coverage, ce n'est pas toujours un indicateur fiable, en tout cas pertinent, parce qu'il ne dit rien de la qualité de nos assertions, de la qualité de nos tests. C'est pour ça qu'on va utiliser un autre concept qui est assez ancien, mais qui revient un peu au goût du jour, c'est le mutation testing. Je vais vous l'expliquer avec un schéma. Alors, prenez ici du code applicatif, et on va utiliser des poules de mutation, on va transformer des et en ou, des incréments en décréments, on va vider des méthodes void,
et obtenir grâce à ça différents mutants de notre code applicatif. Et sur ces mutants, on va jouer l'intégralité de nos tests. Et si nos tests, eh bien, ils échouent, c'est-à-dire qu'ils ont détecté la mutation et donc ils sont de qualité par rapport à cette mutation. Par contre, si les tests que j'exécute continuent à passer malgré la mutation, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a peut-être une assertion manquante, il y a peut-être un cas de test qui n'a pas été fait. Donc c'est un indicateur intéressant et complémentaire au coverage. Ici, je vous montre un exemple sur la solution Pit, qui est assez populaire. C'est qu'au-delà d'avoir un coverage de votre code, vous allez avoir un mutation coverage, et ça va vous permettre d'améliorer encore un niveau dessus la qualité de vos tests. Je ne vous ai pas parlé de Covertura, parce qu'il existe aussi d'autres solutions de coverage que je n'ai pas citées. Et maintenant, notre exploration doit s'arrêter. 15 minutes, c'est court. Faisons le point sur ce que nous avons découvert. On a parlé des librairies d'assertion et en quoi elles étaient indispensables pour exprimer la phase d'assertion. Du property-based testing, concept philosophiquement un peu différent du data-driven testing. On a parlé de l'interaction-based testing avec les frameworks de mock, des spécifications exécutables avec les frameworks BDD, et enfin d'outils qui permettent de mesurer la qualité de nos tests. Ça fait déjà beaucoup de références, beaucoup de concepts. Beaucoup d'entre elles, je les ai mis en place sur le petit repo GitHub qui est en dessous. Mais ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Il y a encore une terre inconnue, très vaste, des solutions dont je n'ai pas pu vous parler, que je n'ai pas pu expérimenter, des tests de charge, des tests d'interface, et même des générations de tests automatiques à la lecture de votre code source, à partir d'algorithmes génétiques. Ça annonce un peu le futur. Voilà, l'aventure ne fait que commencer. Aurais-je réveillé votre âme d'explorateur? Merci à vous. Un, deux. On a le temps pour une petite question, s'il y a quelqu'un qui a une question. Non. Merci. Tu as parlé en dernier du mutation testing. Est-ce qu'il y a des outils pour mettre ça en place? Alors j'ai parlé de la solution Pit. C'est vrai que quand on regarde dans l'écosystème Java, il y a beaucoup d'outils qui ont commencé à arriver et qui sont morts juste après. Donc moi j'ai expérimenté avec Pit et ça m'a donné des choses. Après, il faudrait le tester sur des projets avec une code base très très importante. J'ai pas d'autres alternatives pour l'instant, en tout cas valables, que j'ai trouvées dans cet écosystème. Une autre question rapide ou... Ok. Merci à tous et n'oubliez pas Voxrin pour vos feedbacks, aussi bien pour le speaker que pour BDX.io. Merci. Merci.